Donc, bonjour à tous, je suis Olivier Gelès, je suis Risk and Compliance Manager chez Peak Time Group. Je m'occupe de tout ce qui est accompagnement à la certification HDS pour les établissements de santé et je m'occupe aussi de l'accompagnement au RGPD pour toute typologie de clients. Donc ce webinaire est consacré au rôle et responsabilités du sous-traitant et du responsable de traitement. Ça durera environ une trentaine de minutes. Et ensuite, à la fin, il y aura une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat qui se situe sur la partie droite de votre écran. Et voilà. Bonjour, je vais me présenter aussi. Donc Fabien Chicourt, je suis le RSSI et DPO de Peak Time Group, donc DPO depuis mai 2018. Donc Peak Time Group, c'est trois secteurs métiers. Donc Peak Time sur la partie accompagnement sur les projets digitaux dans le secteur du retail, Corail sur la partie hébergement et infogérance et la stratégie digitale des entreprises de santé. Donc pour lequel on a l'hébergement, pour lequel on a une certification HDS que j'ai menée et qui inclut une bonne partie de protection des données à caractère personnel. Et enfin le secteur entreprise, donc pour accompagner les entreprises sur l'externalisation d'applications de manière sécurisée, notamment avec le DevSecOps. Au global, Peak Time Group, c'est 300 collaborateurs avec 30 millions de chiffre d'affaires, une grosse croissance depuis 5 ans, puisqu'on a fait plus de 60%. C'est totalement détenu par ses fondateurs, donc 100% indépendants. On a en tout 280 clients actifs et on adresse les trois secteurs que je viens de vous présenter. Donc ce webinaire sera, après une courte introduction, on reviendra sur les obligations liées à la charge du responsable de traitement dans le cadre du RGPD. Ensuite, on verra celles qui reposent sur le sous-traitant. On en déduira que ça implique une nécessaire collaboration entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Et on verra aussi que tout n'est pas très simple et qu'il y a des facteurs de complication qui viennent parfois compliquer la donne. Et ensuite, on passera à la phase questions. Donc, sur la partie introduction, on va revenir sur les grands principes du RGPD. Donc, le premier, c'est le Privacy by Default. Donc là, c'est particulièrement dans le cadre d'applications web ou de projets informatiques, où par défaut, les paramètres de l'application doivent garantir la plus grande protection des données personnelles possible. Le deuxième principe, c'est le Privacy by Design. Donc là, on est toujours dans un cadre un peu de projet informatique et d'application. Et là, les paramètres par défaut des applications et des projets doivent également permettre, dès la conception, de garantir la plus grande protection possible des données personnelles. Et enfin, le troisième grand principe, qui est le plus important, parce qu'en fait, c'est celui sur lequel vont reposer toutes les obligations, c'est le principe d'accountability, ce qui veut dire que les entreprises, responsables de traitement comme sous-traitants, doivent être en mesure à tout moment de garantir de démontrer leur conformité à la législation sur la protection des données. Donc, si on commence par le principe, par le responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement, son rôle, c'est celui qui, dans le cadre d'un traitement de données personnelles, détermine les finalités du traitement et qui définit les moyens qui doivent être mis en œuvre pour le faire. Donc, en règle générale, c'est une entreprise ou une organisation, ça peut être une administration, c'est une personne morale et elle est représentée par son représentant légal qui ne peut pas déléguer la responsabilité de la conformité au RGPD. Donc, on va faire le point sur ces obligations. Donc, la première de ces obligations, c'est l'obligation de licéité. C'est-à-dire que le traitement doit être justifié par l'un des 6 principes de licéité listés de manière limitative par le RGPD. Donc, on a dans un premier temps le consentement des personnes concernées. On a ensuite les relations contractuelles entre le responsable de traitement et les personnes concernées. On a une obligation légale, dans le cadre, par exemple, des déclarations URSSAF, dans le cadre des ressources humaines. On a l'intérêt légitime du responsable de traitement, donc ce qui est un peu le principe fourre-tout, mais qui peut servir à justifier pas mal de traitements de données. Et enfin, on a deux autres critères de licéité qui sont plus rares dans notre contexte. C'est la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne ou l'intérêt public. En deuxième obligation, il y a l'obligation de loyauté et de transparence à l'égard des personnes concernées. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, il va falloir informer les personnes sur toutes les caractéristiques du traitement qu'on va faire sur leurs données, c'est-à-dire quel est le critère de licéité qui est retenu, quelle est la finalité du traitement de données, quelles vont être les données collectées, qui va les utiliser, quels vont être les destinataires, les sous-traitants éventuels, quelle va être la durée de conservation, etc. Donc il faut faire preuve d'une transparence totale à leur égard.
En troisième obligation, on a l'obligation de respecter la finalité du traitement. C'est-à-dire que quand on a annoncé aux personnes concernées qu'on allait faire un traitement de données pour une finalité déterminée, on ne peut pas s'en écarter et on ne peut pas réutiliser les données pour une finalité qui pourrait être différente. Quatrième obligation, l'obligation de minimiser les données et de s'assurer de leur exactitude. Donc là, en fait, quand on a défini une finalité et qu'on a défini quelles données on avait besoin pour atteindre l'objectif visé, on doit s'assurer qu'on va effectivement traiter le minimum de données possibles des personnes et que ces données seront exactes et maintenues à jour en permanence. Ensuite, on a l'obligation d'accorder une protection particulière à certaines données. Donc là, ce sont les données, ce qu'on appelle les données sensibles, c'est-à-dire les données de santé, les données relatives aux opinions religieuses, les données relatives aux orientations sexuelles, enfin, toutes ces données qui sont très intrusives et pour lesquelles, en fait, le principe est qu'il est interdit de les traiter, sauf cas particuliers, limitativement énumérés par le RGPD. Obligation de limiter la durée de conservation des données. Donc là, dans le cas d'un traitement de données, on doit définir une date de péremption des données et s'y tenir. Donc, dans certains cas, par exemple sur un fichier client-prospect, la date sera de 3 ans. Donc là, c'est défini par la loi. Dans d'autres cas, le responsable de traitement sera libre de définir la durée de conservation en faisant attention à respecter les obligations légales éventuelles. Et voilà, le but du jeu, c'est encore une fois d'avoir la durée de conservation qui soit la plus restreinte possible pour s'assurer que les données soient à la fois à jour et exactes et ensuite qu'on ne prenne pas des risques inutiles avec des données qui sont trop anciennes. Encore, on doit assurer la sécurité des données. Donc là, tout doit être mis en œuvre dans le cadre du traitement pour garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données. Alors, ça peut être des mesures de protection physique des locaux, ça peut être des mesures de protection logique sur des applications Internet. Voilà, ça peut être des mesures de sécurité organisationnelle, c'est-à-dire en restreindre l'accès aux données aux collaborateurs qui en ont vraiment besoin. Il faut tout mettre en œuvre pour s'assurer que les données soient toujours en sécurité. Encore, une autre obligation, c'est celle de notifier les violations de données. Donc, en cas d'atteinte aux données, donc perte de confidentialité, perte de disponibilité, enfin, dès qu'il y a une corruption des données, il y a une obligation de notifier à l'autorité de contrôle, la CNIL, dans les 72 heures après en avoir eu connaissance. Et dans certains cas, il y a l'obligation de notifier aux personnes concernées si la fuite de données engendre un risque pour leur vie privée. Il y a aussi également l'obligation de réaliser des analyses d'impact sur la protection des données. Donc, dans certains traitements, on se rend compte que le traitement risque d'engendrer des risques pour la vie privée des personnes. Donc, ça peut être des traitements qui sont particulièrement intrusifs, qui font du suivi systématique, qui impliquent des personnes vulnérables, des enfants, des patients, ou des traitements qui traitent des données considérées comme sensibles. Voilà, donc il y a des critères, il y a 9 critères énumérés dans le RGPD. Dès que deux de ces critères sont remplis, il y a une obligation de réaliser une analyse d'impact pour s'assurer que tout a été mis en œuvre pour garantir le plus haut niveau de protection sur ce traitement. Donc, si on s'en tient au secteur de la santé, par exemple, dans la plupart des cas, puisqu'on va traiter des données sensibles et des données de santé et des données de personnes vulnérables, à savoir des patients, on sera dans l'obligation de réaliser une analyse d'impact sur la protection des données. Il y a encore l'obligation de respecter les droits des personnes concernées. Donc là, le RGPD a largement augmenté le nombre de droits ouverts aux personnes concernées sur leurs données et le responsable de traitement se doit de les respecter. Donc, si on liste ces droits rapidement, donc il y a le droit à l'information, donc on a vu, c'est l'obligation de transparence qu'on a vu en premier. Il y a le droit au retrait du consentement. Donc là, lorsqu'un traitement repose sur le consentement de la personne concernée, il doit être possible de le retirer à tout moment dans des conditions aussi simples que celles qui ont été mises en place pour le recueil du consentement. Donc il faut bien faire attention à ne pas mettre trop de barrières au retrait du consentement. Il y a le droit d'accès, donc là ça veut dire qu'à tout moment, une personne peut demander à ce que vous lui communiquiez une copie intégrale des données que vous avez en votre possession. Il y a le droit à la rectification, donc lorsque les données sont erronées et que la personne se rend compte, vous devez rectifier selon ses instructions. Le droit à la limitation du traitement, donc là c'est un droit qui peut apparaître comme transitoire, c'est-à-dire que par exemple, suite à une demande d'opposition au traitement, et ben, dans l'intervalle du traitement de la réponse à l'opposition aux données, on peut limiter le traitement pour faire en sorte que les données ne soient plus utilisées jusqu'à temps qu'une réponse définitive y ait été apportée. Il y a le droit à la portabilité. Donc ce droit, c'est pour des traitements informatisés, automatisés, reposant sur le consentement de la personne. Il doit être possible à tout moment de récupérer les données dans un format interopérable pour les transmettre à un autre responsable de traitement qui pourra prolonger le traitement
sur la base des données communiquées au départ. Le droit d'opposition, donc c'est le droit de refuser que les données soient utilisées et traitées pour la personne concernée, et le droit à l'effacement, c'est le droit à la suppression des données lorsqu'on estime qu'elles ont été collectées à tort ou lorsqu'on ne veut tout simplement plus qu'elles soient utilisées. Et enfin, dernière obligation à la charge du responsable de traitement, c'est l'obligation d'encadrer les transferts de données. Donc les transferts de données, ça peut être vers des sous-traitants, par exemple, donc il doit y avoir un contrat de sous-traitance, on va y revenir par la suite. Ça peut être des transferts qui se situent à l'intérieur de l'Union européenne, qui peuvent être faits sans autre formalité, ou des transferts vers l'étranger. Et dans ce cas-là, le règlement impose un certain nombre de précautions pour s'assurer que les données transmises en dehors de l'Union européenne soient traitées avec le même niveau de protection que ce qu'impose le RGPD. Donc là, on a balayé les obligations mises à la charge du responsable de traitement. Et maintenant, Fabien va vous parler de celles qui reposent sur le sous-traitant. Alors effectivement, donc le sous-traitant au sens RGPD du terme, pour son rôle, c'est la personne physique ou morale qui traite dans le cadre d'un service ou d'une prestation des données pour le compte, sur instruction et surtout sous l'autorité du responsable de traitement. Donc ça, c'est la définition du rôle. En pratique, le sous-traitant, ils peuvent intervenir sur tout ou partie du traitement et à différentes étapes. Donc, par exemple, lors de la collecte, comme dans le cas d'un call center pour de la prospection commerciale, ou tout simplement pour du stockage sur une prestation d'hébergement. Ça peut être aussi pour des aspects de sécurisation de la donnée, dans le cas d'un contrat de maintenance d'un système d'information ou dans le cadre d'une infogérance applicative, mais ça peut être aussi sur les autres aspects, extraction, suppression, destruction, conservation ou transmission. Enfin, il peut intervenir sur toutes ces parties-là. Finalement, l'article 28 du règlement européen, il demande à ce que le sous-traitant fournisse des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui soient appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen et garantisse surtout la protection du droit des personnes concernées. Et donc, ça, c'est une nouveauté quand même du RGPD, c'est-à-dire que ça embarque des nouvelles responsabilités auprès du sous-traitant, alors qu'avant, en fait, c'était majoritairement le responsable de traitement qui était responsable. Donc, ces responsabilités, en fait, elles se déclinent en plusieurs obligations. D'abord, une obligation de transparence. Alors, comme l'évoquait Olivier tout à l'heure, la première partie de la transparence, c'est l'établissement d'un contrat pour, de manière claire, répartir les rôles et responsabilités entre le responsable de traitement et le sous-traitant à travers des éléments contractuels. L'autre point, c'est le fait que si le sous-traitant fait appel lui-même à une sous-traitance, c'est-à-dire une sous-traitance ultérieure, il obtienne l'autorisation du responsable de traitement, autorisation qui peut être générale ou spécifique, mais ça doit se faire de manière transparente. Autre élément de transparence, le sous-traitant, il doit fournir au responsable de traitement, ou en tout cas mettre à sa disposition, les informations qui sont nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations. Et ça peut, la manière dont c'est fait, ça peut être de manière libre. De notre côté, par exemple, dans le cadre d'un plan d'assurance qualité, on fournit l'ensemble de ces informations. On a aussi l'obligation de permettre la réalisation d'audits de la part du responsable de traitement. Et on verra que tout à l'heure, en fait, ces audits, le sous-traitant a l'obligation de les proposer, mais il est important que le responsable de traitement puisse effectuer régulièrement des audits pour bien vérifier les prestations de son sous-traitant. L'obligation de traçabilité, on va l'avoir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est comme le responsable de traitement, le sous-traitant, il doit tenir un registre qui recense en fait les traitements qu'on lui a sous-traités avec la liste de ses clients pour lesquels il intervient sur ces traitements. L'autre obligation de traçabilité, c'est sur le fait d'avoir des instructions documentées. Donc, le sous-traitant ne doit agir que sur instructions documentées du responsable de traitement. Pour ça, le sous-traitant doit pouvoir prouver ces instructions documentées et donc il est nécessaire d'avoir une traçabilité à ce niveau-là. Troisième obligation, c'est l'obligation de prise en compte des principes de protection des données dès la conception et par défaut. Encore une fois, ça vient compléter celle qui est auprès du responsable de traitement. Ça veut dire que les prestations, les services ou les outils mis à disposition
par le sous-traitant doivent avoir été conçus afin de s'assurer de pouvoir respecter les principes relatifs à la protection des données et que par défaut, en fait, il ne traite que les données nécessaires à l'infinité de traitement au regard de la quantité des données collectées, mais aussi sur l'étendue du traitement, sur la durée de conservation et sur les personnes qui peuvent y avoir accès. Quatrième obligation, c'est l'obligation de garantir la sécurité des données. Donc, pour ça, tout d'abord, en fait, chaque collaborateur du sous-traitant doit avoir une obligation de confidentialité, donc une clause de confidentialité dans ses contrats. On peut compléter cette clause de confidentialité par une charte sur la gouvernance des données et la protection des données en interne que chaque collaborateur va s'engager à respecter. L'autre partie des obligations de sécurité, c'est la notification des violations sur les données à caractère personnel aux responsables de traitement. Mais globalement, c'est surtout de mettre en place toutes les mesures adaptées pour garantir la sécurité des données adaptées au niveau de risque du traitement qui est confié. Et enfin, au terme finalement du contrat avec son client responsable de traitement, le sous-traitant, il doit soit supprimer les données, soit les renvoyer à son client. Et en tout état de cause, il doit aussi détruire toutes les copies qui existent. Par exemple, dans le cas de l'infogérance, on peut avoir des copies de sauvegarde qui sont encore présentes. Et donc, elles doivent être détruites à la fin du contrat. Sauf s'il y a des besoins légaux de conserver ces données ou pour un litige juridique. L'autre obligation, c'est l'obligation d'assistance, d'alerte et de conseil. Donc, c'est une obligation assez large qui va dire, en fait, le responsable de traitement fournit des instructions documentées. Si ces instructions ne semblent pas licites au regard du RGPD, le sous-traitant a l'obligation d'en informer le responsable de traitement. Si une personne concernée cherche à exercer son droit directement auprès du sous-traitant, à lui de transférer cette demande au responsable de traitement. Et quand c'est le responsable de traitement qui a cette demande d'exercice de droit, il peut demander assistance à son sous-traitant pour réaliser l'exercice de ce droit. Ça peut être aussi le fait d'aider le responsable de traitement dans la notification des incidents, des violations par le fait de donner des informations comme le nombre de données concernées, le nombre de personnes concernées, les risques sur les personnes concernées, les mesures qui ont été appliquées pour limiter les impacts de la violation, etc., etc. Ça peut être aussi une assistance quand ça a été nécessaire de réaliser une analyse d'impact, une assistance du sous-traitant dans cette analyse d'impact, et plus globalement sur toutes les obligations qui concernent la partie sécurité. On a vu ici donc le rôle et responsabilité du sous-traitant. On a vu en amont les rôles et responsabilités du responsable de traitement. Mais finalement, pour qu'on chacun puisse remplir entièrement ses obligations, il faut en fait une collaboration. Pourquoi ? Déjà parce qu'en fait la responsabilité elle est partagée et que parfois le partage il n'est pas tranché. Par exemple, si un sous-traitant ne met pas en œuvre une mesure de sécurité et que du coup il y a une violation associée, donc on a des risques d'amende. Donc, il y a aussi des risques au niveau pénal qui peuvent exister. En tout cas, il y a des risques administratifs. Donc, ces amendes qui peuvent aller quand même jusque 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial, elles vont s'appliquer aux sous-traitants qui a commis une faute de ne pas mettre en place la mesure de sécurité. Mais c'est pas pour autant que le responsable de traitement est dégagé de tout, puisque il a dans ses obligations en fait le fait de s'assurer que son sous-traitant respecte ses engagements et donc notamment exerce parfois son droit d'audit pour le faire. Donc on voit bien là qu'en fait cette responsabilité elle n'est pas ou sur l'un ou sur l'autre, elle est partagée et que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une collaboration. Cette collaboration justement pour qu'elle fonctionne, il doit y avoir une formalisation en fait de la relation sur les aspects contractuels comme on l'a vu, qui doit permettre de définir et d'encadrer le traitement, mais aussi les conditions comme on a vu pour faire appel à un sous-traitant ultérieur, comment recourir à ce sous-traitant.
Les instructions documentées, on a vu tout à l'heure qu'en fait, on peut, dans le cadre d'un contrat avec un client, directement lister les instructions qui sont documentées, mais dans certains cas, ça peut pas être que au moment du contrat. C'est des choses qui peuvent évoluer, voire qui sont complètement dynamiques, hein. C'est le cas notamment dans la partie infogérance applicative. Et dans ce cas-là, il faut qu'il puisse y avoir une relation claire entre le responsable de traitement qui ne fasse pas des demandes typiquement par exemple par téléphone, puisque ça va pas être tracé. Le sous-traitant dans ce cas-là va lui refuser d'exercer le traitement qui lui est demandé, sauf s'il passe par un écrit. Par exemple, au sein de PeakTime Group, on passe par des systèmes de tickets qui vont permettre de garantir la traçabilité et de la demande et des réponses qui ont été faites à ces demandes. Donc, les processus détaillés, on a vu qu'il y avait certaines obligations, hein, que ce soit la notification des violations, l'exercice du droit des personnes, l'assistance aux études d'impact. Tout ça, ce sont des processus qui vont faire intervenir aussi bien le responsable de traitement que le sous-traitant. Donc, ils doivent être détaillés. Ils doivent être détaillés au niveau, par exemple, des délais d'exécution, des outils ou des médias qui vont être utilisés, éventuellement du prix si certaines prestations ne sont pas incluses, hein. Ça peut être le cas, une audit peut être soumise à facturation, comme l'assistance à une étude d'impact, sauf si ça a été inclus dans le contrat initial. Quoi qu'il en soit, en fait, ces processus, ils doivent être partagés pour que les deux parties puissent bien respecter leurs engagements. La tenue à jour des registres, on a vu que le responsable de traitement et le sous-traitant ont des registres à tenir, alors pas exactement avec les mêmes informations, mais en tout cas, s'il n'y a pas une collaboration transparente et loyale, le responsable de traitement peut ne pas avoir la bonne liste des mesures de sécurité en place ou ne pas avoir les sous-traitants ultérieurs. Le sous-traitant, il peut ne pas avoir la bonne information sur la finalité si celle-ci évolue, par exemple. Il faut que le responsable de traitement informe le sous-traitant de cette évolution pour aussi pouvoir éventuellement adapter les mesures de sécurité qui sont proposées. Donc on voit que chacun a des responsabilités et des rôles, mais ça peut pas être totalement cloisonné. Il y a des moments où il faut y avoir un partage d'informations entre les deux, et tout blocage de part et d'autre, finalement, va impacter les deux parties. Donc ça, faut en avoir conscience. Au-delà, finalement, de ces rôles et responsabilités qui paraissent clairs entre le responsable de traitement et le sous-traitant, il y a quand même des éléments qui vont venir complexifier la donne. Alors, on a par exemple le simple fait de qualifier un tel comme responsable de traitement ou tel autre comme sous-traitant. C'est pas si évident. Le CEDP, hein, donc, qui regroupe l'ensemble des équivalents CNIL au niveau européen, a publié le 2 septembre de cette année un projet sur les lignes directrices sur cette notion justement de responsable de traitement et de sous-traitant. C'est une consultation publique qui est ouverte jusqu'au 19 octobre en fait, et c'est un document déjà d'une 40aine de pages, donc ça montre bien que la question est assez complexe. Alors ça tente avec des exemples d'illustrer des cas pour clarifier. À mon sens, ça n'y arrive pas encore toujours. Et on voit bien qu'ils intègrent aussi la notion de co-responsabilité de traitement. Donc c'est une notion qui existe, qui fait qu'en fait on a deux acteurs qui vont définir de manière conjointe et transparente la finalité et les moyens du traitement. Mais ça veut dire aussi que dans ce cas-là, il doit y avoir une répartition claire de qui répond, enfin comment se répartissent la réponse aux obligations du responsable de traitement entre les deux co-responsables de traitement. Donc il n'y a pas de forme exigée hein, sur cette répartition, mais évidemment un contrat paraît adapté à ce moment-là. En tout cas, ce qu'il faut comprendre là, c'est que cette relation doit vraiment être une relation de confiance. On est vraiment plutôt dans le cadre de partenariat parce que ça va engager les deux parties assez fortement. Donc dans la ligne directrice proposée, en fait, ils illustrent ce cas de co-responsabilité sur le cas d'un site pour du voyage où c'est une agence de voyage, une agence de transport aérien et une chaîne d'hôtellerie qui ensemble ont déterminé en fait la finalité et les moyens pour collecter des données afin d'offrir un service packagé à leurs clients. Mais la co-responsabilité reste quelque chose qui nous semble un peu délicat et il faut y aller que si vous y voyez vraiment un intérêt fort avec des partenaires.
Une fois qu'on a dit tout ça, vient s'ajouter à tout ça la jurisprudence donc de la Cour de justice de l'Union européenne, qui peut venir préciser certains points. Pour illustrer ces précisions, en juillet l'année dernière, en fait, il y a le Fashion ID qui a été déterminé comme co-responsable de traitement parce que sur son site web, en page d'accueil, il avait rajouté un bouton j'aime Facebook, donc avec les scripts qui vont avec, c'est-à-dire que ça commençait à collecter de la donnée et à l'envoyer à Facebook. Et donc la Cour de justice a considéré que Fashion ID était co-responsable de ce traitement, même si en fait sur une partie du traitement qu'en faisait Facebook, il n'avait pas la main. Donc voilà tous les aspects qu'on peut essayer de vous offrir sur la responsabilité de traitement et sur les sous-traitants, la co-responsabilité et les évolutions qu'il peut y avoir avec la jurisprudence. Donc je vous propose de passer aux questions si vous en avez. Sur le chat, j'ai pas vu forcément de questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Alors, l'analyse d'impact doit-elle être réalisée par un tiers reconnu par la CNIL? La trace de cette analyse doit-elle être documentée et conservée pour justifier les dispositifs mis en place? Alors, l'analyse d'impact, elle doit être réalisée par le responsable de traitement, en fait. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut faire appel à un tiers, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, il est clair qu'une analyse d'impact, c'est quand même une étude de risque avec un focus sur les impacts sur les personnes concernées. Donc, il faut avoir les compétences en interne pour le faire. Si vous ne les avez pas, il est effectivement préférable de faire appel à un tiers qui soit qualifié comme tel. Et pourquoi pas reconnu par la CNIL, il y a certains prestataires qui ont des certifications CNIL. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est par rapport à la question de la trace de cette analyse, oui, elle doit être documentée et conservée puisque c'est un élément de la conformité qui peut être demandé par la CNIL quand ils viennent vous auditer. Juste sur cette analyse d'impact, hein, ce que je précise, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas les clients n'ont pas forcément tout le temps conscience qu'ils doivent faire une analyse d'impact. Donc, pour ceux qui se posent la question hein, sur le site de la CNIL, vous verrez, il y a 9 questions que vous pouvez vous poser. Et si vous répondez à plusieurs d'entre elles par la positive, c'est qu'a priori, vous devez faire une analyse d'impact. Et sinon, il y a aussi sur le site de la CNIL des personnes qui... Enfin, une liste de traitements pour lesquels une analyse d'impact est marquée comme nécessaire, et au contraire, une autre liste pour lesquelles la CNIL précise que ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous avez des doutes, reportez-vous sur le site de la CNIL. C'est assez détaillé sur ce sujet. Ensuite, si A collecte des données sur le site de B et de C pour enrichir les données de B avec les données de C, A est co-responsable ou sous-traitant. Alors, je fais le petit schéma intellectuel. A collecte des données sur le site de B et de C pour enrichir les données de B avec les données de C. A est co-responsable ou sous-traitant. A collecte des données sur le site de B et de C. Voilà, dans ce cas-là, concrètement, si tu comprends bien la question, je dirais qu'il est sous-traitant à partir du moment où il va collecter les données avec l'autorisation de B et de C pour le bénéfice de B. Mais c'est sous. Enfin, voilà, faudrait être un peu plus précis sur les rapports entre les différentes parties pour répondre de manière définitive. On peut imaginer que là, dans la question, B et C sont co-responsables de traitement et que A, effectivement, est plutôt un sous-traitant dans ce cas-là. Mais il est sous-traitant. Il y a quand même des faisceaux d'indices, en fait, pour savoir si on est responsable de traitement ou sous-traitant. En fait, s'il agit sur les instructions de B et ou de C, effectivement, il va être sous-traitant. Par contre, s'il vient sur les sites et que finalement, il en tire un bénéfice personnel de cette collecte ou de cet enrichissement, on peut se poser la question de savoir s'il ne va pas être lui aussi co-responsable de traitement, voire responsable de traitement. Je ne sais pas si ça répond à la question de M. Minier. Ok. Donc on parlait tout à l'heure de sous-traitants type call center, oui, démarche commerciale, qui est le responsable principal des données.
ça va être le client qui a sous-traité cette demande au call center, en fait. Par exemple, le call center intègre les données personnelles dans un outil d'aide à la vente auquel a accès aux fabricants, assureurs, fournisseurs. Est-ce une co-responsabilité? Alors moi, je dirais la même chose. Pour moi, quand un call center intervient pour collecter des données pour le compte d'un tiers, pas d'un client, le responsable de traitement, c'est le client, et le call center, en règle générale, est juste sous-traitant. Ouais. Après, voilà. Le seul point qui peut faire changer cette vision-là, c'est si le call center réutilise ces données pour une autre finalité que celle du client. Dans ce cas-là, il devient responsable de traitement, il doit aussi obtenir l'accord des personnes, etc. Mais dans ce qui est présenté ici, effectivement, ça paraît assez clair que le call center est bien sous-traitant. Alors, si je souhaitais évaluer le niveau de conformité de mon entreprise, quels seraient les premiers sujets à adresser? Alors moi, je dirais que dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, ce serait ce qu'on appelle une cartographie de données, c'est-à-dire faire un recensement le plus exhaustif possible de tous les traitements de données effectués par l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette première étape, on peut évaluer les niveaux de risque associés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des données sensibles ou pas, et donc ça permettra de voir quelles sont les obligations qui en découlent, notamment en termes de relations avec les personnes concernées. Est-ce qu'on a besoin de leur consentement ou est-ce qu'on a juste besoin de les informer? Est-ce qu'on a besoin de réaliser une analyse d'impact ou est-ce que le traitement ne nécessite pas? Voilà, pour moi, le numéro 1, c'est de faire une cartographie et de recenser tous les traitements réalisés dans l'entreprise. Alors, pour la partie, dans le cas d'un service en ligne pour des professionnels de santé, le professionnel de santé est-il responsable de traitement et le site sous-traitant ou bien sont-ils co-responsables? Alors, effectivement, c'est bien le professionnel de santé qui est responsable de traitement. A priori, c'est bien lui qui a choisi le site et donc il a bien choisi les moyens. Donc, celui qui fournit le service à travers le site est sous-traitant. Maintenant, cette partie-là, pour moi, pourrait être soumise à interprétation dans le cadre où il peut y avoir des évolutions après du site et du fonctionnement du site, qui va peut-être chercher à collecter des données complémentaires, ce qui n'était pas le cas au départ de la prestation. Et si ces modifications ne sont pas ouvertes aux professionnels de santé, finalement, là, le responsable du site peut devenir co-responsable de traitement parce que finalement, il impose un certain nombre de choses sans donner le moyen aux professionnels de santé. Alors, même si effectivement, il a toujours le moyen, le professionnel de santé, de sortir du service, mais dans les faits, il peut être considéré comme lié sur une certaine durée à ce service. Et donc, je dirais par défaut, c'est bien le professionnel de santé qui est responsable de traitement et le site sous-traitant. Après, si le site sous-traitant commence à faire des modifications importantes sans laisser la possibilité au professionnel de santé responsable de traitement de valider ou non les modifications, on peut considérer que lui devient co-responsable à ce moment-là. Donc ensuite, dans l'hypothèse d'un comparateur Internet d'assurance, si je comprends bien, le responsable de traitement est-il le client, c'est-à-dire les différents assureurs, ou la plateforme de comparateur en ligne? Alors sur ce point particulier, je dirais qu'il faut distinguer, c'est-à-dire que il y aura une partie sur laquelle la plateforme serait responsable de traitement, c'est-à-dire au moment de la collecte des données jusqu'à la réalisation du comparatif et la mise en relation avec les assureurs. Et puis, parce que là, ce serait un traitement de données où ce serait pour son propre compte, je dirais. Et puis, complexe, franchement complexe. Ouais, ça pourrait être aussi de la co-responsabilité. Enfin, franchement, c'est un sujet compliqué, là. Ouais, moi, je suis pas sûr de comprendre en fait le call center par rapport au comparateur en ligne.
Mais pour moi, le comparateur en ligne est plutôt responsable de traitement, en fait, puisque après, il va comparer des choses qui sont disponibles. Alors, soit ils ont été fournis par les personnes concernées, soit récoltés de manière publique. Dans ce cas-là, en fait, celui qui en tire un bénéfice, ça va être le comparateur. Celui qui en tire un bénéfice comme le comparateur va être plutôt le responsable de traitement. Le dispositif médical utilisé par un hôpital pour traiter de patients a une responsabilité sous-traitant. Alors là, pour moi, oui. C'est-à-dire que l'éditeur d'un logiciel de traitement de données de santé dans un hôpital, il est considéré comme un sous-traitant. Et en théorie, son logiciel devrait être privacy by design, c'est-à-dire assurer un haut niveau de protection des données. Ensuite, on sait aussi par notre activité que c'est pas aussi simple que ça dans le contexte des hôpitaux et qu'il y a des besoins opérationnels qui imposent parfois de faire des petits écarts, on va dire, par rapport à une situation idéale. Ouais, moi je nuancerais peut-être ce qui est dit parce que le logiciel dispositif médical, c'est si ce n'est qu'un éditeur logiciel, il a bien l'obligation de privacy by design, by default. Par contre, après, c'est plutôt la maintenance de logiciel et l'exploitation de ce logiciel qui va rendre la personne responsable de traitement. Après, en général, ceux qui fournissent ce type de dispositif en font la maintenance et c'est plutôt dans le cadre de la maintenance qui vont pouvoir être considérés comme responsable de traitement. Maintenant, si c'est l'hôpital qui l'utilise et qui y met des données et qui demande à ses patients de l'utiliser, ça reste l'hôpital qui est responsable de traitement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, la privacy by design et by default, elle est à la responsabilité de l'éditeur logiciel. Ok, s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être clôturer en vous remerciant de votre participation. Vous pouvez, si vous avez des questions qui complètent, nous contacter. Sachez qu'on a un prochain webinaire le 6 novembre sur la santé et l'expérience utilisateur pour reconnecter les hommes, les usages et les interfaces. Merci. Merci.